Madame, Monsieur, vous êtes sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre programme hebdomadaire dédié aux grands enjeux du développement du continent africain. Industrialiser les économies, attirer les investissements étrangers, développer les exportations et créer des emplois partout sur le continent. Les zones économiques spéciales ZES sont devenues un levier majeur des politiques de transformation économique. Selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 237 zones économiques spéciales réparties dans 38 pays, auxquels s'ajoutent plus de 200 zones franches d'entreprise. Si plusieurs pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda ou encore le Sénégal ont fait des essais un pilier de leur stratégie industrielle, leur performance reste très contrastée d'un pays à l'autre. Cette réflexion intervient alors que la ZLECAf ambitionne de créer un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs d'ici 2050. Dans ce contexte, une question se pose. Les zones économiques spéciales constituent-elles un moteur d'industrialisation africaine ou leurs résultats demeurent-ils limités par des défis de gouvernance, d'infrastructure et d'intégration économique? Pour répondre à cette question, nous avons constitué un panel de haut vol qui se constitue de M. Adama Egbert Coulibaly, économiste en chef du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale. Monsieur Coulibaly, bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'invitation. Nous sommes également en compagnie du Dr Honoré Mondomobe, expert économiste international. Dr Mondomobe, bienvenue sur Africa 24. Merci Catherine, merci. Et nous sommes enfin rejoints par le Dr Julien Onguéné, économiste et logisticien des transports. Dr Onguéné, bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Je suis ravi d'être là. Enchanté. Dans un contexte marqué par la concurrence accrue pour attirer les investissements internationaux, les zones économiques spéciales offrent aux entreprises un environnement privilégié grâce à des avantages fiscaux, des procédures administratives simplifiées et des infrastructures dédiées. Un reportage signé Philomène Tini. La diversification de l'économie congolaise se concrétise avec les zones économiques spéciales. Cette initiative stratégique du gouvernement est destinée à réduire la dépendance au pétrole, qui représente 42% du PIB et 80% des exportations. Avec plus de 75% de la population active dans le secteur informel et un taux d'emploi de seulement 54%, les zones économiques spéciales visent à développer des activités hors hydrocarbures et à créer des emplois formels grâce à des infrastructures adaptées aux investisseurs. Le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du plan national de développement. 4 zones économiques spéciales sont actuellement opérationnelles au Congo. La zone économique spéciale de Yo-Olombo, qui s'étend sur 760 hectares, est spécialisée dans l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Celle de Pointe-Noire, la plus vaste avec 3150 hectares, est orientée vers l'industrie lourde et la transformation agroalimentaire. À Ouesso, 64 hectares sont consacrés au développement des filières bois, cacao et café. Enfin, la zone de Brazzaville, couvrant 164 hectares, est axée sur la logistique et les énergies renouvelables. C'est la loi 24/2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi attrait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification, la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Les projets de zones économiques spéciales du gouvernement congolais visent à dynamiser l'emploi, accroître les exportations et consolider l'économie qui a enregistré une croissance modeste de 2,6% du PIB réel en 2024 selon la BAD. En avril 2025, le Sénat a adopté une loi modernisant le cadre des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs. Au-delà de l'attractivité des investissements, les aides sont également présentées comme des outils permettant de développer les exportations, favoriser les transferts de technologies et renforcer la participation des économies africaines aux chaînes de valeur mondiales. Écoutons cet extrait du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene.
Special economic zones contribute quite significantly to manufacturing as well as Les zones économiques spéciales contribuent de manière significative à l'industrie manufacturière, non seulement pour le marché intérieur d'un pays donné, mais aussi pour le marché régional et continental. Il s'agit donc d'un aspect très important des efforts globaux d'industrialisation de l'Afrique, et le lien entre la ZLECAf et la production des marchés intérieurs en termes de zones économiques spéciales est, je pense, très clair. Ce que la ZLECAf offre aux gouvernements et aux pays qui ont investi dans les zones économiques spéciales est donc une opportunité pour les biens qui sont produits d'avoir un marché supplémentaire qui est le marché de la ZLECAf. An opportunity for those goods that are produced to have an additional market, which is the AFCFTA market. Monsieur Koulibaly, on le disait tout à l'heure en introduction, la CNUSED recense aujourd'hui 237 zones économiques spéciales dans 38 pays africains. Pourtant, une seule partie d'entre elles parvient à attirer durablement les investisseurs. Selon vous, les ZES sont-elles devenues un véritable outil de transformation économique ou sommes-nous encore dans une logique d'effet d'annonce? Oui, merci beaucoup pour cette introduction et exposé. Effectivement, nous nous retrouvons dans un monde aujourd'hui de compétition, un univers mondialisé où ce qui se fait sur le continent africain doit être apprécié, analysé aussi par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, les zones économiques spéciales, effectivement, sont une recette, un mode d'emploi. Lorsque vous regardez la performance des économies comme le Vietnam, comme la Thaïlande, la Malaisie, c'est à travers les zones économiques spéciales que ces pays, ces économies sont devenues des économies miracles. Parce que la zone économique spéciale est aujourd'hui, je dirais, l'instrument prouvé, une recette qui a fait ses preuves pour que ces économies aujourd'hui, qui étaient il y a 40 ans, 50 ans, des économies qui avaient été dans les mêmes conditions économiques que les pays de l'Afrique. Aujourd'hui, elles se propulsent comme des pays qui, à travers les zones économiques spéciales, cet instrument privilégié pour attirer, pour augmenter l'attractivité de leurs économies, sont l'instrument le plus efficace pour booster les investissements directs étrangers. Donc, il nous faut, donc, pour le cas de l'Afrique, vous l'avez dit, nous parlons ici de 237 zones économiques spéciales seulement, comparé à 8000. Vous voyez un peu, mondialement, nous parlons de 8000 zones économiques spéciales qui existent dans le monde entier. Et pour un continent qui représente, je dirais, le pivot de l'économie mondiale en termes de population, en termes d'ateliers qui se projettent à l'horizon 2050 comme l'épicentre du commerce mondial et avec la zone économique spéciale, la zone de libre-échange continentale africaine, eh bien, il est important pour nous de tout simplement voir qu'est-ce qui marche le plus, quels sont les instruments les plus efficaces pour repositionner vraiment le continent comme le continent où il faut venir investir rapidement pour pouvoir, je dirais, faire en sorte que l'Afrique sort de cette situation où nous avons seulement 1% de contribution mondiale. Toute l'Afrique, nous avons 1% seulement de contribution en termes de production manufacturière mondiale. Ce qui veut dire que l'Afrique pratiquement ne produit quasiment rien du tout pour le moment en termes de performance industrielle. Monsieur Koulibaly, votre réponse me permet d'embrayer sur le docteur Modomombe en parlant de compétitivité. Au Maroc, l'écosystème de Tanger Med représente aujourd'hui l'un des principaux hubs industriels et logistiques d'Afrique, tandis que la ZES de Nkok au Gabon a permis de développer une véritable filière de transformation du bois. Qu'est-ce qui distingue ces réussites des expériences moins concluantes ailleurs sur le continent, à votre avis? Oui, le Maroc et le Gabon sont aux antipodes du développement des ZES. Parce qu'on a parlé de 237 ZES. Malheureusement, on a 20% seulement de ces ZES qui sont au niveau de compétitivité comparable aux pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Alors, le véritable problème,
ce n'est pas de créer des S, mais c'est que les S jouent leur rôle, le rôle fondamental qui leur est dévolu, d'abord de créer des emplois, ensuite de développer structurellement les économies, mais aussi d'attirer d'abord les investisseurs. On n'est pas capable de créer des emplois. Coq, par exemple, au Gabon, a recruté 100 000 Gabonais, mais ça n'a pas trop marché. Au Maroc, ça a bien marché. Alors, il faut améliorer la compétitivité des économies pour que le 1% dont a parlé M. Koulibaly joue au-delà de 1%, aller peut-être à 4%, pour aider les économies à se structurer de façon compétitive. Parce que l'une des choses les plus importantes, c'est que les économies sont en concurrence. C'est-à-dire les S sont en concurrence. Alors l'investisseur va là où on lui donne le plus de facilité, de compétitivité. Et malheureusement, l'Afrique est plombée par deux principaux problèmes. Le problème d'accès à l'énergie, qui est très limité. Alors, sans énergie, on ne peut pas transformer. Sans énergie, on ne peut vraiment pas créer un développement industriel. Le deuxième problème, c'est l'accessibilité des économies. C'est-à-dire, il n'y a pas de route ou de corridor entre les pays africains et il n'y a pas de corridor fiable entre les pays de l'Interland et les voies maritimes. On est donc dans un système de ZES qui sont créés de façon honorifique. Il faut qu'on passe des ZES compétitifs, des ZES qui sont vraiment transformables et qui puissent accompagner durablement les économies. Il faut que les ZES cessent d'être des stations de montage. Et on a beaucoup plus eu des ZES jusqu'à présent, stations de montage. Il faut qu'on passe aux ZES d'innovation, aux ZES de compétitivité, mais ça demande un financement, ça demande une restructuration structurelle en termes d'énergie et d'accès au corridor. On parlera de ces difficultés logistiques un peu plus tard dans notre échange. Docteur Onguéni, je viens maintenant vers vous. Selon la Banque mondiale, la ZLICAF pourrait augmenter les revenus du continent d'environ 450 milliards de dollars d'ici 2035. Les zones économiques spéciales peuvent-elles être les plateformes industrielles qui permettront de concrétiser cette ambition, ou faut-il d'abord lever d'autres blocages comme le docteur Monobobé venait de le dire? Évidemment, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique a une opportunité dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et quand vous observez justement les pesanteurs de certaines zones économiques spéciales, il y a quand même matière à débat. Vous savez, aujourd'hui, les zones économiques spéciales dans certains pays en Afrique devraient être des zones de production, des ateliers de montage, des usines de montage, pour être en phase avec ce que l'on appelle les processus logistiques mondiaux. La particularité justement de ces zones, elles sont adossées justement sur certaines infrastructures logistiques. Quand vous regardez par exemple en Tanzanie, vous voyez bien que c'est adossé sur les ports de Mombasa, sur les ports de Durban. Quand vous regardez par exemple au niveau du Cameroun, c'est adossé sur le port de Kribi, sur le port de Limbe, qui est en gestation pour un port en eau profonde. Vous voyez la zone de la Dibamba et la zone de Bonabéry. Quand vous allez même vers le Congo, vous voyez toujours adossé au niveau des plateformes portuaires. Alors vous voyez que l'Afrique, c'est quand même un pays qui a cet avantage comparatif en termes, n'est-ce pas, d'infrastructures portuaires et autres. Alors ça devrait être un capital à exploiter pour produire, transformer, parce que le problème de la transformation se pose, parce que l'objectif quand même escompté, c'est la transformation structurelle de l'Afrique. Et justement, les zones économiques spéciales, pour y arriver, elles devraient être au cœur de l'accélération de l'industrialisation. Et c'est l'industrie qui porte la croissance économique. La transformation structurelle de l'Afrique aura justement besoin de booster, n'est-ce pas, la production industrielle, les usines manufacturières au niveau de toutes ces plateformes. Quand vous observez, n'est-ce pas, les 15 pays les plus assis et développés qui se battent, à mon sens, au niveau des zones économiques spéciales, vous vous rendez quand même compte que quand vous avez un pays comme le Maroc, vous avez un pays comme l'Éthiopie, en termes d'indice
d'évolution dans le continent africain, ce sont les pays qui viennent quand même en tête. C'est pour vous dire en réalité que nous avons là des opportunités sur les 38 et 40 zones économiques spéciales que certains pays ont. Il y a des opportunités à lever. Et si ces opportunités sont levées, le grand marché continental africain va y trouver, n'est-ce pas, des produits qui vont être transformés. Parce que le défi de l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des biens industriels. On peut dire qu'on a quand même assez de matières premières. Et la particularité quand même, c'est que vous avez les zones agro-industrielles, vous avez les zones de transformation du bauxite qui revient, vous avez des zones minières qui reviennent, le transport, n'est-ce pas, des produits miniers vers ces zones. En réalité, tout part de l'avantage comparatif que nous avons au niveau des matières premières. Et ces matières premières devraient justement s'arrêter au niveau de certaines zones économiques spéciales qui sont les infrastructures, par exemple, portuaires, et ne plus traverser à l'état brut, mais être transformées là pour être réexpédiées vers certains pays de l'Interland ou vers les zones, les autres zones d'intégration, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit au niveau de l'Afrique australe. En réalité, ce sont des pôles de compétitivité et il faut que les outils de compétitivité s'y aient. Parce que si les outils de compétitivité ne sont pas là, ça va être difficile parce qu'il faut savoir que l'un des objectifs également, c'est que ces zones économiques spéciales attirent les investissements directs étrangers. Vous parlez des investissements étrangers, mais dans la chaîne de valeur de l'industrialisation, on a parlé des ressources, des matières premières, on a parlé des infrastructures. Je pense que c'est également important qu'on adresse la question du capital humain. Le docteur Monomobé parlait tout à l'heure de la création d'emplois, mais je pense qu'avant ce maillon-là, on pourrait s'intéresser au transfert de compétences. Monsieur Koulibaly, le docteur Onguine, il a dit les aides ont également été pensées pour attirer les IDE, mais leur succès devrait aussi se mesurer à leur capacité à diffuser les technologies et les compétences. Aujourd'hui, les entreprises africaines profitent-elles réellement de cet effet d'entraînement? Nous sommes à près de 50 ans. 70, donc quand je dis 70, on parle ici des expériences déjà de l'Égypte, de l'Éthiopie, de pays comme l'Afrique de l'Ouest au Nigeria. Donc c'est depuis 70. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan de la notion de zone économique spéciale, on peut dire que les résultats est, comme je le dirais, mitigé. Nous n'avons pas les concepts, les outils, des approches qui ont fait des résultats ailleurs. Nous n'avons pas, malheureusement, abouti à ces résultats probants sur le continent. Ce qui nous amène, je parle particulièrement de la CEA, à repenser le concept. Donc nous parlons maintenant de zone économique spéciale nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération? Parce que nous avons fait un parcours de 50 années. 50 années vous voyez, de stratégie, de conceptualisation, de mise en œuvre. Résultat, nous sommes à 1%, comme j'ai dit. Parce que les zones économiques spéciales, c'est le lieu de vraiment, je dirais, mettre en œuvre, opérationnaliser ce qu'on appelle l'approche chaîne des valeurs. C'est l'approche chaîne des valeurs qui manque au continent. Notre continent, le continent africain, est le continent qui produit, qui exporte les matières premières les plus recherchées au monde pour enrichir les autres. Donc toute l'économie mondiale repose essentiellement sur des matières premières qui sont fournies par le continent africain. Donc nous avons ce paradoxe. Comment avoir d'un côté un continent qui est le continent le plus fourni, le plus riche, le plus établi dans toutes les matières premières que vous pouvez imaginer, le cobalt, le cuivre, l'or, tout ce que vous pouvez imaginer comme matières premières stratégiques pour l'industrie. Ce qui manque, c'est, je dirais, la mise en œuvre systématique de ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, c'est transformer nos matières premières sur place. Ce n'est plus exporter nos produits bruts. Ce n'est plus exporter le cacao comme en Côte d'Ivoire, ou exporter le café comme en Éthiopie, ou exporter comme le cobalt. Toutes ces matières premières, c'est transformer sur place. Et pour transformer sur place, il faut avoir un endroit bien précis, parce que lorsqu'on dit zone économique spéciale, souvent il y a la confusion. Nous ne parlons pas ici des zones industrielles, nous ne parlons pas ici des zones franches, nous parlons d'un concept bien précis qui a fait ses preuves ailleurs. Donc nous voulons des zones économiques spéciales
nouvelle génération, même lorsqu'on parle des anciennes générations, nous n'avons pas encore, toute l'Afrique centrale, vous avez seulement une seule expérience réussie de zone économique spéciale. C'est ce qui est la zone économique spéciale de Nkok, qui transforme le bois et qui est aujourd'hui l'exemple que le Gabon a produit pour montrer l'exemple. En dehors de ce cas, nous cherchons justement, à partir d'une réussite, d'un exemple, pour essayer de voir comment démultiplier ce type d'exemple pour le pétrole, pour le cacao, pour le café, pour le manganèse, dans le cas du Gabon, pour le diamant. Donc, c'est une zone qui permet, je dirais, de rassembler, réunir toutes les conditions qu'il faut pour transformer sur place, je dirais, dans nos économies, les richesses que nous avons, les matières premières que nous avons, avant de les exporter. Donc, nous voulons utiliser ces instruments pour pouvoir exporter. Le premier but des zones économiques spéciales, c'est transformer et exporter. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique seulement a 3% de part de marché au niveau des produits manufacturés parce que nous n'avons pas de zones économiques spéciales qui sont des zones économiques spéciales compétitives. Donc, ces instruments-là manquent. En Afrique, au Cameroun, nous n'avons pas encore de zones économiques spéciales qui est en place. Vous allez en RCA, vous allez partout, il y a des projets de zones économiques spéciales. Mais nous n'avons pas encore réussi. C'est encore une boîte noire pour nos économies. Nous voulons, la CEA, l'ONUDI, toutes les institutions qui sont sur le continent doivent aujourd'hui se mobiliser autour de nos ministères de l'industrie et voir comment concrétiser vraiment ce qu'on appelle les zones économiques spéciales dans nos capitales. On parle alors en ce moment des zones économiques spéciales nouvelle génération, c'est au niveau des ports. Mais nous parlons aussi du concept de zone économique spéciale sur mesure. Donc, à chaque cas, une solution. Vous avez les zones économiques spéciales dans les ports où il y a les infrastructures, mais c'est ce qu'on appelle les zones économiques spéciales de nouvelle génération. Et vous avez les zones économiques spéciales que nous voulons adapter aux réalités de nos communes, aux réalités de nos conseils régionaux, que nous appelons zones économiques spéciales sur mesure. Et nous avons aussi les zones économiques spéciales transfrontalières. L'exemple le plus sur lequel nous travaillons actuellement avec l'ONUDI, avec les autres institutions, c'est la zone économique spéciale que nous allons positionner à la zone des 3 frontières du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Gabon. Cette zone, méga zone industrielle, va permettre de mutualiser les ressources au niveau des 3 pays pour que nous ayons la concrétisation d'une zone économique spéciale transfrontalière au niveau des 3 pays. N'appelons pas zone industrielle des zones économiques spéciales, c'est des concepts bien précis. Il faudrait que nous nous approprions ces concepts et nous les appliquons comme cela a été fait au Mexique, comme cela a été fait en Asie, comme cela a été fait dans bien d'autres parties du monde. Voilà. La question du capital humain reste quand même un peu en suspens. Dr Monomodbe, chaque année, 10 à 12 millions d'Africains arrivent sur le marché du travail. Les aides peuvent-elles encore répondre à ce défi démographique quand on sait qu'à l'horizon 2050, la population africaine devrait doubler? On parle de 2,5 milliards d'habitants. Ou leur impact sur l'emploi reste-t-il encore limité, à votre avis? Okay. Merci beaucoup, Catherine. On est dans un changement structurel profond. Ce changement structurel ramène les zones économiques spéciales à utiliser les PME comme source d'approvisionnement, à la fois en termes de sous-traitance, mais aussi en termes de qualité de la main-d'œuvre. Donc, on a un gros problème, c'est que les zones économiques spéciales produisent pour l'exportation, comme a dit M. Koulibaly, mais on ne peut pas exporter si on n'a pas la technologie ou si on ne s'approprie pas des systèmes de transformation qui permettent à notre produit d'être compétitif à l'extérieur. On tombe donc sur un problème de l'adéquation entre la qualité du capital humain et ce qui est requis par le marché, ce qui est requis par les compétiteurs, et c'est là où il y a un gros problème. Le nombre de diplômés n'est pas nécessairement la qualité de la ressource humaine. Donc, il faut donc trouver des zones économiques spéciales
qui travaille à la fois avec les institutions de formation, qui travaille à la fois avec les institutions de recherche. J'ai parlé tout à l'heure de l'innovation, parce que si on crée des zones économiques spéciales qui sont des modèles de copie collée, on se casse le nez parce qu'on n'est pas dans les mêmes réalités de productivité, d'environnement et de bassin de production que nos compétiteurs. Donc on est obligé de créer des zones économiques spéciales adaptées, comme a dit M. Koulibaly, à nos réalités. Mais ça nous demande donc un travail d'intégration entre les centres de recherche, les universités et les PME. Parce que nos PME sont vues, le taux de vie, la durée de vie d'une PME a été de 2 ans, par exemple. Quand tu as des PME qui durent 2 ans, ça veut dire qu'elle ne peut pas elle ne peut pas rentrer dans un cluster. Et si elle ne peut pas rentrer dans un cluster, elle ne peut pas efficacement alimenter une zone économique spéciale. Alors, on a donc des zones économiques spéciales qui sont parfois à 100% importatrices. Ça ne sert à rien. Les gouvernements doivent s'imbriquer pour créer un package, pour créer des technopoles, pour créer des pôles de compétitivité. Nous marquons une courte pause dans cette édition de l'Africa Newsroom. À suivre dans la deuxième partie, nous analyserons les limites des zones économiques spéciales en matière de gouvernance, d'infrastructures, de financement et de retombées locales en matière de compétitivité. À tout de suite. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Nous poursuivons notre débat consacré aux zones économiques spéciales, un instrument de plus en plus privilégié par les États africains pour accélérer l'industrialisation, attirer les investisseurs et renforcer la compétitivité. Pour en débattre, nos invités sur ce plateau, M. Adama Egbert Koulibaly, économiste en chef du bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Dr Honoré Mondomobé, expert en économie et économiste international, et le docteur Julien Nguéné, économiste et spécialiste logisticien. Après avoir analysé les opportunités offertes par les zones économiques spéciales, nous nous intéresserons à présent aux défis qu'elles soulèvent: gouvernance, infrastructure, attractivité, intégration des PME locales et contribution réelle à la transformation économique du continent. Mais avant, suivons ce reportage signé Cheikh Omar Kamara. L'instauration de la zone de libre-échange continentale ZLECAf en 2021 a marqué le début d'une phase d'intégration économique sur le continent africain. Les zones économiques spéciales se révèlent cruciales pour concrétiser ce potentiel. Ces zones incitatives, qui sont soumises à des réglementations juridiques et économiques différentes de celles du reste du pays, visent à attirer les investissements étrangers, développer des chaînes de valeur régionales et stimuler la production de biens et services pour le marché continental, réduisant la dépendance aux importations. Selon Wim Kelemene, les gestes sont fondamentaux pour atteindre les objectifs de la ZLECAf. Le rôle des zones spéciales économiques est absolument crucial. C'est pour cela que nous sommes ici. Selon les perspectives des zones économiques africaines, l'Afrique abrite plus de 200 zones économiques spéciales avec plus de 110 projets actuellement en cours de développement. Pour soutenir cette dynamique, nos chefs d'État, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sur avis et recommandations des ministres du Commerce, ont adopté un règlement ministériel sur le traitement des produits provenant des zones économiques spéciales. Afin de maximiser les avantages de la ZLECAf, le secrétaire général exhorte les États africains à renforcer leurs gestes et à les harmoniser avec les objectifs de l'accord. Selon lui, cette démarche garantira que les biens et services produits dans ces zones, conformément aux règles d'origine, bénéficieront d'un accès complet au marché unique africain, favorisant ainsi leur compétitivité, une production à coût avantageux et le développement industriel de l'Afrique. Ce règlement garantit que les biens et services produits dans les zones spéciales économiques originaires de ces zones et qui respectent les règles d'origine sont pleinement intégrés au marché unique africain. Cela garantira que nos zones économiques spéciales seront compétitives, qu'elles seront en mesure de produire à des coûts rentables et qu'elles contribueront au développement industriel de l'Afrique. Selon Wim Kelemene, dans le contexte de l'instauration de tarifs douaniers par les États-Unis, l'harmonisation des politiques de ZS, le partage d'expériences réussies et une coordination régionale renforcée permettrait de maximiser l'effet positif de ces zones sur le commerce entre les pays africains.
Selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le nombre de zones économiques spéciales pour le continent est passé de 20 en 1990 à 237 en 2020, soit une croissance de 1085%. Elles sont concentrées principalement au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie et en Égypte. Nous savons que les pays africains seront affectés négativement par l'imposition des tarifs douaniers, principalement les pays exportant vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Nous devons donc considérer cette crise comme une opportunité pour notre continent de saisir l'instant présent, une opportunité d'approfondir et d'accélérer le commerce intra-africain. Cela comprend l'accélération de l'intégration industrielle de l'Afrique ainsi que l'intégration de l'Afrique à sa propre industrie. Le marché africain de la ZLECAf a ses propres zones économiques spéciales de production. Selon un rapport d'Oxford Business Group et de l'Association mondiale des organismes de promotion de l'investissement, les zones franches africaines jouent un rôle clé dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cette ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2025, a pour objectif de créer le plus grand marché commun du monde avec une population d'1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de 3,4 billions de dollars. Monsieur Coulibaly, avec la reconfiguration des chaînes de valeur mondiales et les tensions commerciales internationales, l'Afrique dispose-t-elle d'une opportunité historique pour attirer davantage d'industries et surtout générer les emplois dont sa population a besoin? Oui, merci de cette question. Il faut d'abord situer, comme je l'ai dit, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte d'économie mondialisée où le continent africain est le seul continent qui, dans sa trajectoire d'évolution, aujourd'hui a 1,4 milliard d'habitants, ce qui veut dire déjà, nous sommes déjà un marché. Vous voyez, quand vous comparez 1,4 milliard d'habitants aux États-Unis, les États-Unis c'est 300 millions d'habitants. Vous regardez l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Donc déjà, nous avons 1,4 milliard d'habitants. Nous constituons déjà un marché. Et c'est la seule région qui est projetée pour passer de 1,4 milliard à 2 milliards, à 3 milliards, à 4 milliards, si je peux dire, au tournant du siècle, du prochain siècle. Donc nous sommes, il faut que nous soyons bien conscients que c'est le continent africain qui est le marché. Donc il n'est plus question d'aller chercher un marché, de penser un marché en dehors du continent. C'est le continent africain qui est l'épicentre, je dirais, de la production future. En termes d'abord de superficie, nous avons près de 6 000 km² de long de l'est à l'ouest, près de 6 000 km de nord au sud. Nous sommes le continent, c'est le seul continent qui est dans cette position unique d'opportunité de disposer de la terre, de disposer de l'énergie, de disposer de toutes les ressources, des matières premières. Donc le continent africain est unique. Elle n'est pas comme l'Europe, elle n'est pas comme l'Asie, elle n'est pas comme l'Amérique latine. Elle est dans cette position unique. Et c'est cette position unique qui permet aujourd'hui de dire que nous sommes en train de construire le plus grand marché jamais construit au monde. Donc c'est le marché. Le marché, quand on parle de marché en termes de consommation, c'est le continent africain qu'il faut regarder. Tous les investisseurs sérieux ou regardants veulent venir s'implanter dans ce continent pour pouvoir produire. Donc nous avons l'opportunité unique, je le dis, à côté bien sûr des règles de l'OMC, de construire des règles pour construire un marché pour les Africains, pour construire un marché pour les PME, pour les femmes, pour les jeunes qui sont en Afrique. Donc il n'est pas ici, il est important ici que je puisse vraiment souligner cela. Lorsque nous parlons donc de production, de zone économique spéciale, c'est l'endroit tout indiqué. À la différence des autres régions, l'Afrique a des handicaps, vous voyez un peu. Nous avons toutes sortes d'handicaps, nous avons une myriade d'handicaps. Et nous devons passer par des réformes pour, surmonter ces handicaps. Mais ici, les zones économiques spéciales permettent de faire un raccourci. Au lieu d'aller faire des réformes sur tout un territoire, sur toute une économie, nous nous concentrons sur 10 hectares ou 20 hectares ou 100 hectares dans un endroit bien délimité
pour réunir tout ce qu'il faut. Nous avons dans les zones économiques spéciales l'énergie. Nous n'avons pas de problème de route dans les zones économiques spéciales. Nous n'avons pas de problème d'emballage. Nous n'avons pas de problème d'infrastructure de qualité. Tout est réuni au niveau des zones économiques spéciales. Donc, c'est ce qui fait qu'on parle de zone spéciale. C'est-à-dire toutes les conditions sont vraiment réunies, tout ce qu'il faut pour produire, pour transformer et pour pouvoir exporter sur les marchés étrangers. Et bien entendu, nous avons aussi notre marché intérieur. Donc il s'agit maintenant de regarder cette vision. Nous voulons transformer le continent, nous voulons transformer l'Afrique en essayant de vraiment booster la croissance en regardant de l'intérieur, pas en regardant de l'extérieur. Parce que cette stratégie qui consiste à regarder les États-Unis ou l'Europe ou l'Asie, cette stratégie est beaucoup plus difficile parce qu'on ne s'industrialise plus comme avant. On ne s'industrialise plus comme dans les années 50, où il fallait compter sur les exportations. Donc la stratégie aujourd'hui pour le continent, c'est ce que la CEA recommande à toutes les économies que nous conseillons, c'est de se concentrer sur nos ressources, sur nos matières premières, sur notre capital humain. Ce sont ces millions de jeunes, ce sont ces millions de PME que nous avons besoin de former, voyez un peu, de préparer à la construction de ce grand marché que va constituer, je dirais, la zone de libre-échange continentale. Donc c'est pour très rapidement, je dirais, créer de la richesse, créer de la valeur à l'intérieur de l'Afrique, à partir de l'approche chaîne de valeur, à partir des zones économiques spéciales. Donc nous avons 1,4 milliard de personnes, de jeunes à former. C'est ça aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Former 1,4 milliard de personnes pour que cette main-d'œuvre-là soit une main-d'œuvre, je dirais, bien préparée, préparée pour s'insérer dans nos ateliers, préparée pour pouvoir transformer sur place le cacao, le café, la banane, tout ce que nous avons comme richesse sur le continent. Donc c'est vraiment l'opportunité ou jamais de construire avec ce que nous avons. Nous avons la main-d'œuvre, ce que nous avons la matière première, nous avons l'énergie sur le continent. Donc nous avons toutes les conditions réunies. Ce que nous n'avons pas, c'est la méthode. Et cette méthode, c'est aujourd'hui l'approche chaîne de valeur appliquée, opérationnalisée dans des endroits bien délimités que nous appelons des zones économiques spéciales. Voilà. Justement, vous parlez de l'accès à l'énergie, au capital humain et aux corridors logistiques. Cependant, la Banque africaine de développement a indiqué jusqu'en 2024 que 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'énergie. Docteur Ongine, les déficits infrastructurels coûtent encore plusieurs points de croissance au continent chaque année, selon la BAD. Les difficultés d'accès à l'énergie, aux ports et aux corridors logistiques expliquent-elles davantage les contre-performances des ES et sur les questions fiscales notamment? Évidemment, la question se pose. Vous savez, aujourd'hui, l'un des indicateurs qu'on peut facilement mesurer pour voir si les aides sont fondamentalement efficaces, c'est aussi la capacité de ces aides-là, n'est-ce pas, à offrir justement ces avantages fiscaux, à faciliter les investissements directs étrangers. Mais la question du déficit énergétique revient. Vous savez, l'industrie, ce n'est pas la magie, l'industrie, c'est l'énergie. Ça, c'est l'un des défis aujourd'hui en Afrique. Vous savez, l'un des problèmes quand vous observez certaines aides, que ce soit au niveau transfrontalier, que ce soit au niveau de la territorialité, le problème de l'infrastructure énergétique revient. L'infrastructure énergétique, quand on prend par exemple certains modèles en Afrique, l'Afrique est un pays qui est densément riche au niveau de l'eau. Ça veut dire que si vous optez pour les barrages hydroélectriques, l'Afrique est assez riche. Mais la question demeure aujourd'hui, pourquoi le déficit énergétique demeure? Et si le déficit énergétique demeure, comment on va créer les industries, les pôles agro-industriels, les pôles de transformation des produits pétroliers, les pôles de transformation de la bauxite, du manganèse et autres? L'industrie, par exemple, lourde, consomme sérieusement de l'énergie. Et justement, l'un des défis justement de ces zones économiques spéciales, c'est le déficit énergétique. Quand vous observez aujourd'hui, par exemple, le barrage d'Inga, mon Dieu, essayez de voir un peu ce que le barrage d'Inga peut produire en termes d'énergie pour pouvoir densifier ces zones économiques spéciales. Il y a bien d'autres barrages qui ne sont pas encore exploités. Par exemple, au niveau du Cameroun, on parle par exemple, n'est-ce pas, du barrage de Kikot, qui peut fondamentalement produire de l'énergie pour certaines zones économiques spéciales qui ne sont pas encore matures. Parce que l'un des défis, c'est la maturation. Parce que, comme le disait tout à l'heure mon compagnon, M. Koulibaly, toutes les conditions sont réunies. On n'a pas besoin de se déplacer à
des distances très éloignées pour transporter telle ou telle chose. Les conditions sont réunies et il faut véritablement que l'on n'ait pas des avantages comparatifs qui sont réunis dans ces zones économiques spéciales. Quand vous prenez par exemple la question du service de transport, voyez-vous, aujourd'hui, les hubs maritimes ont fondamentalement besoin que la question des services liés au transport soit véritablement développée. Vous allez produire, par exemple, dans une zone économique spéciale. Il faut quand même se rassurer que le port, la plateforme portuaire est adossée sur toute la logistique qu'il faut, tous les services de manutention et autres. Parce que quand vous produisez pour exporter, il faut véritablement que le port soit à niveau. Et un port à niveau, c'est un port qui doit vous offrir tous les services logistiques portuaires. S'il y a un déficit, par exemple, au niveau des infrastructures de manutention, s'il y a un déficit, par exemple, au niveau des infrastructures de pilotage, si vous avez des problèmes, par exemple, au niveau du transbordement, tout ce qui va être produit au niveau, n'est-ce pas, de ces zones économiques spéciales qui sont adossées au niveau des plateformes de transport maritime n'aura fondamentalement pas des effets escomptés. Parce qu'il faut bien se rassurer que quand vous êtes au niveau des plateformes de transport maritime, on produit là, dans ces zones économiques spéciales, pour conquérir les marchés extérieurs, mais le grand marché continental africain, parce que c'est là le défi. L'Afrique, aujourd'hui, on le dit ici bien, c'est 1,4 milliard de consommateurs, mais par jour, l'Afrique, c'est à moins 3 000 milliards de francs CFA de consommation au minimum. C'est le défi aujourd'hui que doit relever ces zones économiques spéciales, le défi de la production. Et quelle production? La production industrielle, justement, il faudrait que cette production-là respecte la question des normes ISO. Parce qu'il ne suffira pas de produire. Il faut également que les zones économiques spéciales s'adossent, s'approprient les conditions de production en respectant les normes ISO de production. Auquel cas, le grand marché continental africain, qu'est la ZLECAf, va être victime justement de ces externalités. Parce que la ZLECAf a besoin que les zones économiques spéciales soient adaptées aux besoins et aux priorités de la ZLECAf. Sinon, la ZLECAf restera, n'est-ce pas, sur les discours, à mon sens. Vous avez parlé de maturation et de respect des normes. Je souhaite revenir sur cette question avec le docteur Mondomobe. Les investisseurs accordent désormais une importance croissante aux critères environnementaux et de gouvernance. Les ZES africaines sont-elles prêtes à répondre à ces nouvelles exigences de compétitivité? Le but des ZES, c'est de conquérir des marchés. Alors, pour conquérir des marchés, il faut que les produits qui doivent entrer dans ces marchés obéissent à certaines normes qui permettent d'accéder à ces marchés. On est donc dans un système où nous venons de la majorité des États africains à ratifier la ZLECAf. D'où cette majorité accepte que la ZLECAf devient la nouvelle réforme économique structurelle pour de 50 prochaines années. Et d'où la nécessité donc de réguler tout le système dans ce qu'on a appelé les protocoles de la ZLECAf. La ZLECAf, je suis obligé d'en parler un peu sur sa structure. La ZLECAf est régie par l'accord que tous les pays ont signé, ont ratifié. Après ça, il y a les protocoles. On commence du protocole numéro 1 sur le commerce des marchandises, dans lequel il y a un protocole lié aux investissements, dans lequel il y a un protocole lié aux problèmes d'infrastructure qualité. Et c'est ces problèmes de qualité qui vont permettre à l'Afrique d'être compétitive. Alors, sans respect de la qualité, sans respect des normes, on fragilise nos économies. Alors, d'où l'ASO, l'agence africaine qui gère les problèmes de ISO, va rentrer en compétition, mais la ZLECAf en a déjà pris compte de tous ces aspects dans son protocole, dans ce protocole qui traite des investissements et celui qui traite des questions de qualité. Donc on est donc dans un système de compétitivité qui devrait être reconnu sur le plan international. Mais c'est de bonne guerre. On a d'abord un marché africain, tel que le disait M. Koulibaly, qui, si on est capable de l'approvisionner,
on a de quoi manger pour les 100 prochaines années. En plus de ça, regardez les autres petits marchés. Parce que l'Europe, c'est un petit marché. Les États-Unis, c'est un petit marché. Le grand marché, c'est nous. Alors, si on est capable de produire des produits acceptables, des produits concurrentiels et de qualité, avec une jeunesse intelligente, avec une université qui produit des centaines de milliers de jeunes chaque année, c'est l'adaptabilité du capital humain et de sa compétence basée sur l'innovation qui va nous permettre de nous arrimer, d'où la nécessité pour nous de prendre le vol de l'intelligence artificielle. Il faut que nous documentions, il faut que nous enrichissions les bases de données de l'intelligence artificielle africaine. Parce que les bases de données qui existent actuellement à travers le monde sont des bases de données d'intelligence artificielle des autres pays qui, parfois, est en déphasage avec nos réalités. Donc, il faut que nous restructurons notre logiciel. Le logiciel a fait son temps. Il vaut mieux maintenant l'adapter à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la compétitivité. C'est qu'est-ce que nos marchés veulent exactement. Parce que tout ce que nous importons hors Afrique, ce n'est pas nécessairement ce que nos marchés veulent. Nous importons ce qui nous est imposé parce qu'on n'a pas mieux. Alors, il faut bien que nous allions dans un paradigme où nous importons ce qui est utile pour nous. En termes de qualité, en termes de compétitivité, mais en termes de productivité industrielle. On a dit que nous n'avons pas d'énergie à coût acceptable, mais nous sommes capables d'avoir l'énergie à coût acceptable. On a dit que nous n'avons pas des autoroutes, nous n'avons pas des corridors faciles à transporter. Nous sommes capables de les avoir. C'est là le défi des S, c'est de surmonter. Pour moi, ce n'est pas des handicaps éternels, c'est des handicaps que nous pouvons surmonter. D'où on nous interpelle, les économistes, les systèmes économiques, les réglementations, parce qu'on a un problème de réglementation qui se marche les pieds. Il est bon d'intégrer ces réglementations pour que la ZLECAf soit accompagnée et pour que demain nos enfants puissent vivre dans une Afrique. Merci pour cette intervention, Dr Mondombebe. Pour sortir de cet échange, M. Coulibaly, en un mot ou en une minute, à l'heure de la ZLECAf, faut-il repenser les zones économiques spéciales à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale? Oui, je voudrais d'abord dire que c'est une question très, très importante. Ici, avant d'aller dans une zone économique spéciale, il faut d'abord avoir une vision. Voyez un peu. Sur le continent, nous avons besoin d'une seule vision industrielle, d'une vision commune. Aux États-Unis, il y a une vision commune. En Europe, il y a une vision commune. Il n'y a pas 55 visions. Il n'y a pas 55 ou 54 visions. Sur le continent, nous avons 55, 54, peut-être en Afrique centrale, nous avons 11 visions. Nous avons besoin d'une seule vision, une vision commune d'industrialisation. Donc, il faut cette vision partagée, stratégique, pour nous industrialiser. Deuxièmement, lorsque nous avons une vision, la vision est encore abstraite. Il faut une stratégie. Nous avons des stratégies industrielles. Partout dans tous les pays, il y a des stratégies et des stratégies. Encore une fois, les stratégies sont encore de l'abstrait. Vous voyez un peu. Il faut passer des stratégies à des plans d'exécution. C'est ce qui fait la différence entre l'Afrique et les autres régions du monde, des plans d'exécution. Donc, pour l'Afrique centrale, particulièrement, la CEA a déjà élaboré, mis à disposition un plan d'industrialisation. Ce qui reste maintenant, c'est l'exécution de ce plan. Vous voyez un peu. C'est l'exécution des plans d'industrialisation qui manquent, que nous avons besoin. Donc, l'urgence, c'est d'appliquer les plans d'exécution industriels. Et cela passe nécessairement par la mise à exécution, l'opérationnalisation, ce qu'on appelle l'approche chaîne des valeurs. Chaîne des valeurs, c'est rien d'autre que transformer sur place, dans nos villages, dans nos communes, dans nos conseils régionaux, les matières premières que nous avons. Et ça se fait au niveau des zones économiques spéciales. Donc, nous n'avons pas de zones économiques spéciales. L'urgence, c'est de mettre en place ces zones économiques spéciales partout dans nos pays. Donc, c'est ce que vraiment je voulais insister. Les zones économiques spéciales, nous en parlons, mais nous avons l'urgence de concrétiser des zones économiques spéciales
dans chacun de nos pays, dans chacun de nos régions, chacune de nos régions, pour que véritablement nous transformons sur place. Nous passons de l'économie de plantation à des économies de transformation sur place de nos matières premières. Donc c'est ce qui manque, et je voudrais vraiment insister. D'urgence, c'est maintenant concrétiser des zones économiques spéciales dans chacune de nos économies, dans chacune de nos régions, dans chacune de nos terroirs. Donc c'est ça qui manque. Voilà. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Newsroom sur votre chaîne Africa 24. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été des nôtres. Merci à nos invités, Monsieur Adam Egbert Coulibaly, économiste en chef du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale, au Dr Honoré Mondomobé, expert économiste international, et Dr Julien Nguéné, économiste et spécialiste des logistiques de transport, d'avoir été des nôtres. Madame, Monsieur, tout de suite, une nouvelle édition de l'actualité africaine.